Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Non, ce n'est pas Pierre Turcotte, ce n'est pas non plus Jules Simard, c'est Richard Hébert qui entreprend ma première saison comme animateur d'Accès MRC. Et comme invité ce matin, à tout seigneur, tout honneur, le préfet de la MRC, Maria Chapdelaine, un conseiller avec qui j'ai travaillé. Et Luc, tu vas me permettre qu'on se tutoie depuis le nom. Oui, alors, j'accueille Luc Simard, préfet de la MRC Maria Chapdelaine. Bonjour Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, Richard. Oui. Ben, félicitations pour un autre de tes nombreux mandats de retraité. C'est ça. Alors, c'est ça. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre, ça paraît, je suis rendu ici. Non, sérieusement, écoute, je regarde avec les années qu'on a travaillé ensemble, qu'on s'est côtoyés. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Comment tu as fait pour arriver en politique? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la politique m'a toujours intéressé. Je me documente beaucoup, je suis l'actualité. J'ai toujours été intéressé aussi par différents sujets, là. Peu importe la science, l'histoire, mais la culture générale aussi. Puis le volet politique m'a intéressé. Puis je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi s'impliquer là-dedans? C'est pour ça que j'ai fait un mandat comme conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini, pour voir en même temps si j'aimais ça, parce que le monde municipal, c'est un monde à part. Hein. On le sait, quand on travaille dans le privé, tu as une entreprise, les décisions se prennent vite, puis sont vite mises en application. Tandis que dans le monde municipal, la municipalité ne nous appartient pas comme élu. Donc, il y a des garde-fous, mais tout est bien fait, puis on peut quand même réaliser des grandes choses. Puis j'ai vraiment aimé mon mandat là, comme conseiller municipal, là, quand tu étais maire d'ailleurs. Et alors, je pense qu'on a C'était un bon conseiller en passant. On a fait des bonnes choses. Oui. Puis par la suite, ben écoute, j'avais de l'intérêt pour la MRC avec d'autres mandats. Tu sais, la MRC et la municipalité ont des mandats quand même complémentaires. La MRC, on est plus au supralocal, mais on est aussi en développement économique, en développement territorial, en aménagement du territoire. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là, en 2017. Et actuellement, j'en suis à mon deuxième mandat comme préfet de la MRC. Donc, un premier mandat, une mise en place, s'acclimater avec les gens. Oui. Et là, il y a un premier mandat qui fait. Il arrive un second mandat, tu te relances, et félicitations pour ton élection. Et là, il arrive des nouveaux joueurs autour de la table. Beaucoup de nouveaux joueurs. Parle-nous un peu de la nouvelle mouture là, de la MRC présentement. Bien, écoute, comme on dit, personne n'est irremplaçable. Hein? C'est certain qu'il y avait certains qui voyaient des appréhensions d'amener autant de nouveautés quand même au Conseil, parce que sur 12 maires, on a 10 nouveaux dans la MRC là, suite aux élections de l'automne passé. Mais ce que je dirais, c'est la préfecture a resté là. T'sais, moi, j'ai resté quand même pour faire une continuité, la direction générale, puis on a aussi 2 élus d'expérience qui ont demeuré en place. Donc, ça a permis d'avoir une continuité aussi avec l'ancien mandat, parce qu'on avait des choses qu'on avait commencées, qu'on n'avait pas terminées. Mais ça amène aussi de l'ouverture, une nouveauté. Les nouveaux conseils, je dirais, est très ouvert là, à plusieurs changements, plusieurs modifications. Ils veulent faire leur preuve, eux autres. Ils veulent faire leur preuve, mais aussi, ils rentrent là, puis en étant conscient, par exemple, un des grands sujets, puis qu'on voulait discuter, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est le regroupement de services. Ouais. Le regroupement de services, les municipalités, les gens s'aperçoivent que les équipes dans les petites municipalités ne sont pas très grosses, très petites, puis souvent, ça repose sur les épaules d'une personne. Par exemple, pour ce qui est de l'eau potable ou pour d'autres choses. Donc, comment on peut améliorer le service aux citoyens puis assurer une constance? Parce que c'est difficile de recruter. Oui. Donc, on est vraiment là-dedans. Puis le nouveau conseil, ça, je veux le mentionner, ont embarqué et pousse très, très fort pour qu'avec la MRC, on regarde comment on pourrait améliorer le service aux citoyens en se regroupant, oui. En ayant des équipes, parce qu'un employé aujourd'hui ne veut plus travailler tout seul dans son coin, veut faire partie d'une équipe. Oui. Puis ça consolide aussi les services, parce qu'on sait que si une personne part en congé, ou peu importe, il reste d'autres personnes prendre la relève. Donc vraiment, là, ça, c'est un sujet d'actualité pour l'automne, mais qu'on travaille depuis l'entrée en poste de l'ancien conseil. Là. Puis on a donné plusieurs mandats, on est encore là, puis on a des demandes de subventions qui sont déjà parties, entre autres, pour des services informatiques. Mais actuellement, on regarde beaucoup d'autres choses. Parce que dans l'actualité, on sait que la mairesse de Notre-Dame-de-Lorette, Rita Delaumière, a quand même lancé un cri du cœur, ce pauvre Rita. Seule, elle brosse tous les chaudrons présentement. Elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire au niveau légal. Ouais. Et à un moment donné, on n'a pas le choix si on veut que la municipalité continue de fonctionner aussi. Puis Mario Biron en parlait, je rencontrais Mario, puis il me disait ça, il dit, moi, je suis prêt à lui donner un coup de main. Puis c'est là que l'histoire de la fusion de services, on l'avait vu un petit peu, un embryon un peu du côté de en fait, le géant, oui. Hein, qui avait regroupé certains services. Donc, l'avenir, je pense, ça s'en va un peu vers ce type de regroupement. Moi, je pense que ça va dans ces regroupements-là. Éventuellement, il faudra voir s'il y a des fusions de municipalités, mais ça, je pense que ça va venir des municipalités elles-mêmes. Ouais. Et je l'ai déjà mentionné en entrevue à Radio-Canada, par exemple, que
Et peut-être que c'est la pénurie de main-d'œuvre qui va faire en sorte que les municipalités vont fusionner. Peut-être que l'enjeu va être là. On ne le sait pas. Mais il y a des enjeux aussi au niveau des directions générales de municipalités. C'est pas facile. C'est beaucoup de responsabilités sur le dos d'une personne parce que c'est le chef d'orchestre. Puis les responsabilités des petites municipalités aujourd'hui, c'est qu'on soit une municipalité de 200 habitants ou de 1000 habitants. C'est les mêmes responsabilités. C'est pratiquement les mêmes responsabilités. Ouais. Donc oui, c'est un enjeu très, très, très important et ça va faire partie des discussions de cet automne. Puis tu le sais, Luc, il y a des secteurs dans notre MRC, le CEL, le PAGE, le GA. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'acronyme de les différents noms. Oui. Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Lorette, etc. En tout cas, je ne vous compterai pas toutes les villes. Secteur géographique, effectivement. Exactement. Oui. Et puis ça, je pense qu'il y a quand même du potentiel là qu'il faut regarder parce que ça m'amène à te poser une autre question, Luc. Tu sais, on regarde la taille de la MRC Maria-Chapdelaine, qui est une taille comparable. On parle d'à peu près 25 000, grosso modo. Ouais. Quand on regarde une ville comme Alma, 30 000 personnes aux alentours, avec 8 conseillers et un maire. Ici, on est rendu à 80 et quelques, 84 élus, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut réfléchir? Mais quand tu me dis les services ont peut-être amené ça? Peut-être que ça va amener une certaine évolution des mentalités. Et oui, ça fait beaucoup d'élus, mais en même temps, les élus qui s'impliquent le font presque à titre gracieux. Là. C'est des salaires, je ne dirais pas les salaires faméliques, ce que les conseillers gagnent dans les petites municipalités. Donc, c'est une implication pratiquement bénévole. Mais est-ce que c'est trop? Bon, ce sera aux municipalités. S'il y a des fusions, effectivement, ça peut très bien se faire. Si on prend les secteurs de 3 municipalités, on met 2 conseillers par municipalité. Et pour 6 conseillers, ça fait quand même une belle représentation. Tout à fait. Puis oui, ça peut être réfléchi au sein des municipalités. Donc, c'est dans l'air du temps. Bon, c'est très intéressant. C'est dans l'air, mais c'est surtout les services, pour l'instant, qu'on regarde pour fusionner. Travaux publics, inspection municipale, eau potable, les égouts. Il y en a plusieurs. À peu près tout est sur la table actuellement, on le dirait. Puis on sait que la ville de Dolbeau-Mistassini, qui est quand même une ville importante au cœur de la MRC, sinon la plus importante, donne certains services auprès des autres. Je pense entre autres Saint-Stanislas pour l'eau. Bien, il y a déjà il y a déjà certains services qui sont donnés par Dolbeau-Mistassini. Même le service incendie. Bien, c'est ça que j'allais dire. Et pas une régie, mais gérée par Dolbeau-Mistassini, mais il offre le service à l'ensemble des municipalités du secteur est de la MRC. Donc, oui, il y a des services, ça pourrait être Dolbeau-Mistassini qui reprennent. Il y en a d'autres, ça serait peut-être la MRC. Ouais. On regarde, mais c'est pour être le plus efficace possible. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas non plus mettre des lourdeurs administratives. Donc, être le plus efficace, c'est ce qu'on regarde. Puis les gens veulent toujours garder leur identité. Puis, tu sais, on parle, exemple, à Kenogami, c'est encore Kenogami. Puis, il y a encore des... Ouais. Mais ça, c'est bien correct. Mais ça peut rester quand même. Oui. Parce qu'à Dolbeau-Mistassini, ce qu'on regarde, il y a Sainte-Marguerite-Marie, par exemple, qui ont quand même leur couleur, leur comité de citoyens, ils ont leur centre communautaire, ils ont leur patinoire. Donc, ils ont un parc aussi. Là. Donc, vraiment, là, il y a une couleur, puis il y a de la ruralité dans ce secteur-là. La MRC investit certaines sommes. Donc, on peut aussi garder la couleur locale, là, même s'il y avait éventuellement des regroupements. J'aime bien l'idée. Écoute, Luc, tu es un homme très impliqué, je le vois, puis en te côtoyant aussi. Mais fais-nous donc un petit peu, quasiment la liste des implications que tu as. Moi, je les sais, mais pour le bénéfice des auditeurs, où est-ce que tu es impliqué précisément? Bien, j'ai laissé aller peut-être certaines responsabilités, mais j'en ai qui d'autres, on va le dire comme ça. Par exemple, moi, en étant élu, c'est certain qu'on siège à bien des endroits, entre autres la Régie des matières résiduelles, où je suis président de la Régie des matières résiduelles, puis on a des gros projets. Tu as remplacé André Paradis? Oui, M. Paradis, puis c'est le premier président qui ne provient pas de Lac-Saint-Jean-Est. Là, c'est une nouveauté, ça va bien. On a, entre autres, l'agrandissement de notre lieu d'enfouissement technique, là, qu'on va aller probablement au bureau d'audience publique l'année prochaine, qu'on documente, donc un très, très gros projet. On a la modernisation du centre de tri de Roberval aussi, qui est un très gros projet. Puis on va être beaucoup plus efficace. Les employés vont avoir une qualité de travail beaucoup supérieure à ce qu'il y avait auparavant, puis la qualité du matériel va sortir, va être supérieure aussi, avec une meilleure classification. Donc vraiment, on a d'autres projets qu'on ne peut pas parler. Donc beaucoup de projets, mais je suis aussi impliqué encore à la Fédération québécoise des municipalités. J'ai été élu, on est 2 représentants de la région sur le conseil d'administration. Et cette année, pour ce mandat-là de 4 ans, j'ai été élu au comité exécutif. Je suis président de la table sur le développement local et régional, une très grosse table. Je suis encore vice-président de la table forêt aussi, donc impliqué à plusieurs endroits. Avec la FQM, on a un gros colloque qui s'en vient. Je suis vice-président du colloque qui s'en vient à l'automne. À quel endroit, le colloque? À Montréal cette année. On en profite de la campagne électorale avec la FQM pour rencontrer les chefs de parti. Donc, c'est pour ça qu'on fait à peu près ça en même temps que les débats. Donc, les chefs de parti sont disponibles de nous rencontrer. Puis, c'est une belle place, la FQM. Moi, j'ai appris à découvrir cette organisation-là qui a grandi beaucoup, qui offre beaucoup de services aux municipalités, mais en même temps qui défend vraiment la ruralité. Puis, en étant là, on est capable d'amener nos préoccupations, nos priorités locales à un échelon supérieur.
Et quand on a des enjeux politiques, bien, on a beaucoup plus de poids. C'est vrai. Quand l'ensemble des FQM, l'ensemble des élus municipaux du Québec parlent plutôt que uniquement le préfet de la MRC, Maria Chapdelaine. Tout à fait. Et puis, c'est pas la seule implication. Il y a la FQM, le RMR. Je pense qu'il y a aussi le Lac pour tous. On a le Lac pour tous, oui, je suis encore président, effectivement. Donc, on a beaucoup. Comment ça se passe? On parle du Lac pour tous. Hein, on se lance dessus dans le sujet. Tu sais qu'on est toujours un peu critique devant Rio Tinto, de la manière dont ils gèrent, etc. Je t'amène évidemment sur l'histoire de la Pointe-à-Langevin. Tu sais, c'est un peu regrettable de voir ce qui est. C'est un dossier qui est très, très difficile parce qu'il n'y a pas de programme pour indemniser les gens qui sont sur la Pointe-à-Langevin. Puis on sait que le gouvernement fonctionne à peu près toujours avec des programmes. Mais nous, ce qu'on veut actuellement, on veut rencontrer le ministère, on veut que le ministère s'implique, parce que Rio Tinto a toujours démontré de l'intérêt à être partenaire à 50 dans l'indemnisation des gens. Ouais. Donc, on veut les faire réitérer cette position-là à Rio Tinto, mais on veut que le gouvernement soit là aussi, parce qu'actuellement, il y a une personne qui a été dédommagée, mais c'est des budgets discrétionnaires de députés et de ministres qui ont servi à ça. Ce n'est pas des fonds qui viennent directement du ministère d'Énergie et Ressources naturelles, parce que c'est lui qui a octroyé aussi les droits hydrauliques. Donc, il doit se mouiller. Donc, on veut vraiment les rencontrer cet automne pour réussir à les faire se prononcer sur ce sujet-là. Mais je vous dirais, comme politicien, c'est pas un dossier qui est facile à faire progresser, parce que ça touche peu de citoyens. Ouais. C'est des dossiers coûteux. C'est un dossier qui n'a pas nécessairement de solution technique facile. Et pas de programme au niveau du gouvernement. Donc, c'est vraiment là, un dossier qui est pas facile, mais on continue à le travailler. Bon, je suis content d'entendre parce que moi, j'y étais aussi un peu au même endroit, puis c'est pas facile. Puis même quand je suis passé au niveau fédéral, les gens disaient « mais aide-nous, aide-nous ». Mais la complexité du dossier, c'est vrai que c'est pas trop évident, mais je pense que la compagnie Rio Tinto a un rôle à jouer depuis 100 ans maintenant. Oui. Il y a des discussions à avoir. Il faut établir un lien parce qu'on s'est rendu compte que de Alcan à Rio Tinto, il y a eu quand même un changement là, qui était difficile à suivre. Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue, les maniaques de jeux de société, parce que vous demandez « mais comment ils font pour aimer ça? » Bien, venez avec nous, venez dans notre toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Ça va être encore bien plus effrayant. Wow. La Ville de Turbo-Mistassini ainsi que la MRC de Maria Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! Des enjeux politiques, où en fait on est dans la campagne électorale. Oui. Il y en a sûrement quelques-uns qui ont rebondi. Je pense aux caribous forestiers, je pense à la forêt. Parle-moi donc un peu de ta position là-dessus. Bien, les enjeux au niveau de la forêt sont multiples. On parle d'air protégé, mais on parle aussi du caribou. Il y a un rapport qui a été produit récemment sur le caribou. Puis on est un peu déçus de ce rapport-là parce qu'il prend uniquement en compte l'aspect environnemental. Et encore, on ne tient même pas compte des changements climatiques dans ce rapport-là. Pourtant, c'est des représentations qu'on a faites qu'on doit tenir compte. Parce qu'au niveau environnemental, on voit toute la migration d'espèces vers le nord. Dans notre région, des cerfs de Virginie, on ne voyait pas ça auparavant. Non. Maintenant, il y en a plein. On a même le droit de le chasser. Des ratons laveurs. Moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais vu un raton laveur. Pourtant, aujourd'hui, on en voit fréquemment, puis on en voit même frapper sur le bord des routes. Donc, vraiment, là, puis là, on parle de ces espèces-là. La tique est rendue présente ici, puis il y a beaucoup d'autres espèces qui s'en viennent vers le nord. Et on ne prend pas en compte l'aspect des changements climatiques. Donc, d'implanter des aires protégées sans prendre en compte ces éléments-là, puis je rappelle que le caribou, le 3/4 de son aire de répartition est protégée, et peut-être que cette aire de répartition-là va se déplacer vers le nord avec les années. Pourquoi pas? Parce que le cerf de Virginie, qui migre vers le nord, on sait qu'il y a des parasites qui tuent le caribou. Donc,
il y a des enjeux importants. Puis l'autre enjeu que le rapport n'a pas pris en compte, c'est l'impact sur les communautés. L'impact sur les communautés, mais aussi sur le Québec. Parce que l'industrie forestière est une des industries les plus importantes. 60 000 emplois. 60 000 emplois, puis c'est des milliards et des milliards qui rentrent dans les coffres du gouvernement du Québec pour nous offrir des services de santé, des services d'éducation. Oui. Donc, est-ce qu'on a moyen de se priver aussi de ces milliards de revenus-là où on va couper dans nos services? Il y a une discussion à avoir, mais cet enjeu-là économique n'est pas mis sur la table. Quand on traite un dossier, je le répète, il faut parler de développement durable, il faut parler d'environnement, il faut parler de social et du volet économique. Tout à fait. Mais dans ce rapport-là, on semble pas prendre en compte des aspects économiques et sociaux. Moi, Luc, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une étude de WSP dans le fond de leur poche, puis ils n'ont pas parlé. Je trouve ça un peu malheureux de la part du ministère de la Forêt, puis ça me met je pense au rôle que joue le ministre à l'heure actuelle. Le ministre de la Forêt à l'heure actuelle, des faunes et des parcs, d'abord, c'est un espèce de ministère hybride qui n'a quasiment pas de rapport. Tu peux pas être gardien de la forêt. Tu peux pas garder les moutons. Mais la faune, ça a toujours été une patate chaude. Richard, ça a déjà été... La FAPAC, c'était une société un peu comme la CEPAC, mais qui gérait les parcs et la faune. Ça a été avec l'environnement. Là, c'est avec les forêts. La faune se fait barouetter un peu partout. Puis quand on parle d'espèces menacées, bien, si c'est des espèces végétales, c'est le ministère de l'Environnement. Mais si c'est des espèces animales, c'est le ministère de la faune et des parcs. Ça ne tient pas de bout. Et des forêts. Donc, tu sais, oui, il y a des enjeux. La plupart des observateurs, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, il y a un ménage à faire là-dedans. Oui. Moi, je pense qu'avec ce qui s'est passé là, le ministre Dufour, moi, je serais inquiet au prochain remaniement. Pour lui, il va reculer de quelques banquettes. On pense qu'il va y avoir des changements, effectivement. Enfin. Mais pas juste là, il y a toujours des changements. Mais c'est pas un ministère qui est facile. Ça, c'est un ministère qui a beaucoup de contestations, puis c'est un ministère qui conjugue avec une vocation économique puis une protection de protection. Donc, effectivement... Il y a un petit ménage à faire de ce côté-là. Peut-être un changement à faire. Parce que, dans le fond, on regarde un peu l'évolution de tout ça, puis on se demande comment ça va finir, puis c'est pas tellement intéressant. Bon, écoute... Dans les autres sujets qu'on va traiter cet automne, on en a plusieurs. Là. On parle du cellulaire. L'Internet haute vitesse est maintenant rendu à peu près partout chez nous. Il y a des déploiements qui se font encore, mais on est confiant que d'ici la fin de 2022, l'ensemble du territoire va avoir accès. Et on s'est vraiment battu, on a travaillé très fort. Ma directrice, Marie-Claude, à la MRC, a été une des plus actives. C'est les gens du gouvernement qui nous l'ont dit à quel point on est actif. Mais on est fiers de dire qu'on va avoir de la fibre partout. Il n'y a pas de technologie sans fil. Donc, les gens vont avoir une autoroute pour amener l'Internet haute vitesse dans à peu près toutes les résidences de notre MRC, les résidences de villégiature aussi. On est très heureux là-dessus. Maintenant, c'est le cellulaire. Puis avec la FQM, on a réussi à faire mettre un 50 millions au budget cette année pour faire une cartographie du territoire de la couverture cellulaire. Faire un peu l'inverse de ce qu'on a fait Internet haute vitesse. Oui. Internet, on dit tout le monde va l'avoir, mais on ne savait pas qui l'avait, qui ne l'avait pas. Fait que là, on le traverse inverse. Là, avec le cellulaire, bien là, on a mis 50 millions pour faire une cartographie. Puis par la suite, 2023, ce sera de regarder où on déploie le cellulaire. Puis en même temps, il y a de la fibre partout, donc ça va faciliter le déploiement de technologies cellulaires. Tu sais, tu parles de cellulaire, l'importance du cellulaire aujourd'hui, puis ça m'amène à la prochaine question. Tu sais, il y a le fameux le réseau des passerelles qui va finalement nous relier avec Saguenay puis les Monts-Valais. Ces gens-là, ils vont vouloir avoir un réseau. Ben oui, mais il faut voir la couverture. C'est certain qu'on est rendu au nord des Monts-Valais, c'est peut-être un peu difficile, mais à tout le moins, cette passerelle-là passe dans les zones habitées, puis c'est des zones qu'on va regarder pour avoir une couverture cellulaire, parce que c'est des zones de proximité, des zones très fréquentées, avec une vocation touristique. Exactement. Donc, c'est un enjeu de sécurité parce aussi. Que, Luc, la forêt, c'est pas juste les arbres. C'est les gens qui s'y promènent, les gens qui l'utilisent. On le développe. Puis la MRC le fait, qui est un chef de file depuis les dernières années. On regarde le projet du Parc des Grandes-Rivières, quand on y regarde le chemin parcouru. Moi, j'étais là autour des tables et au début, c'était pas évident, mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les rivières qui nous séparent, c'est maintenant ce qui nous réunit. Qui nous réunit. Et le parc, dans les prochains mandats, aura quand même des mandats importants aussi, parce qu'on a des enjeux qui s'en viennent, des projets de développement. On parle d'air protégé. On veut s'impliquer, entre autres, à la rivière Péribonka, qui est un exemple. Je vais faire partie d'un comité. Avez-vous des premiers échanges? Non, on a eu un échange avec le ministre, mais là, on a un comité. Moi, j'ai accepté de faire partie du comité. On va avoir des réunions cet automne. Mais on veut voir les différents statuts, puis comment on peut, nous, comme MRC, être gestionnaire d'un territoire comme ça, avec nos voisins, mais avec un style de gestion parc régional. On pourra développer des produits sur ce site-là. Donc, je pense qu'on voit l'avenir de façon positive là, de ce côté-là.
Tu as parlé tout à l'heure du Lac Pourtouse, la FQM, la RMR. Là, je t'amène sur Énergie communautaire Lac-Saint-Jean. Ouais. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la MRC Marie-Chapdelaine et Domaine du Roi ainsi que la communauté de Mastoyache sont ensemble et ils exploitent de l'énergie. Donc, on a à Val-Jalbert, on a évidemment les 5 chutes là-bas, c'est-à-dire la 9e chute, pardon. La 11e chute, pardon, pour tromper le numéro. Et puis là, maintenant, on commence à discuter aussi de possibilités de faire de l'électricité, mais peut-être par la voie par les éoliennes. Bien, ça, on l'analyse actuellement. On connaît mal nos gisements de vent. On veut connaître nos gisements de vent. Ça, on a un peu drôle de terme, là, mais avant de mettre des éoliennes, il faut connaître tout ce qui sont les vents les plus importants et en même temps les lignes de connexion aussi, parce que ce qui est coûteux, puis les problématiques qu'on commence à vivre en Gaspésie, c'est les corridors de transport d'énergie. On a beau mettre des éoliennes, mais si on a 100 km à faire pour connecter nos éoliennes sur le réseau de transport, c'est d'autres problèmes. Donc, il y a tout ça qu'on analyse actuellement. Je vous dirais qu'on regarde, puis après ça, par la suite, on va prendre une décision, mais on le travaille actuellement, on va prendre une décision les prochaines années, comment qu'on développe, qu'est-ce qu'on fait. Puis les projets de petite hydraulique, Hydro-Québec a encore de l'intérêt, puis on regarde encore cette avenue-là aussi. Parce qu'on voit ce qui s'est passé dans le bout de Saint-Gédéon, là, Valéo, la coopérative Valéo, ils ont mis leurs terres en commun, puis on dit, bien, passez les... Puis moi, je circule comme tout le monde autour du Saint-Lac-Saint-Jean. Quand tu vois ça de loin, tu dis, bah, c'est pas si mal, c'est pas... Pas si mal, mais je vous dirais, parler aux gens de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, l'ensemble de la population n'en retire pas des grands bénéfices, presque rien. Donc, nous, c'est ça l'avantage. Les fonds qu'on a, les gens, on a tellement investi des millions dans notre milieu, puis on a des fonds, toute la passerelle, tout le parc régional des Grandes-Rivières qu'on parlait a été développé avec ça. On a investi dans le centre, dans l'aquagym qu'on a développé, qu'on a mis quand même des sous là-dedans. Oui. Dans le musée Louis-Aymon, on en a mis à bien des endroits des sommes. Là. Puis on en met, les gens ne sont pas au courant, mais des municipalités, chaque municipalité a accès à des fonds, puis développe beaucoup leur attractivité, des parcs, des attractions dans leur municipalité avec ça. Oui. Donc c'est vraiment très important, puis c'est pour ça qu'on veut en avoir encore plus. On aide les entreprises à se développer avec ces fonds-là. On a vraiment là, une gamme de fonds très étendue, puis c'est grâce à ces investissements-là qu'on a fait dans le passé. Puis je me rappelle les gens, on appelle ça les gens du plateau à Montréal, quand à un moment donné, ils ont dit qu'on n'avait quasiment pas le droit de développer Val-Jalbert, qui était déjà une chute avec un pouvoir électrique, puis de se faire dire ça par des gens d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de faire... traitez-vous pas en coloniser, là. C'est inadmissible. On a le droit de développer notre énergie, puis comme on le fait chez nous, on est les premiers à faire ça d'une façon convenable. Ceux qui vont à Val-Jalbert, vous ne s'aperçoivent même pas qu'il y a une centrale là. Les gens, il faut leur dire, il faut leur dire, descendez, allez voir. On produit l'hydroélectricité propre, l'énergie la plus propre au monde. C'est l'hydroélectricité au fil de l'eau, tel qu'on le fait en 11e chute et à Val-Jalbert. Donc, on veut continuer dans cette voie-là, oui. Bien, moi, je suis très heureux de l'entendre parce que je crois que c'est un moyen de se développer. Puis encore une fois, c'est qu'on devient, pas maître chez nous, mais on est capable de se développer, puis par nos propres moyens. Moi, je trouve ça fantastique. Il y a d'autres sortes de projets, il y en a plusieurs, t'en as tête? On a plein de projets encore, mais on a aussi d'autres enjeux. Puis ça, je tenais à le réitérer. Puis je sais que tu en as déjà parlé un peu, mais tous les services de proximité dans notre MRC. Quand on parle aux fonctionnaires qui sont à l'extérieur, ils ont l'impression qu'en déployant des services à Roberval ou à Alma, on couvre l'ensemble du lac Saint-Jean. Mais le lac Saint-Jean, il est rond, il est grand, et les citoyens de Dolbeau-Mistassini et de l'ensemble de la MRC ont le droit d'avoir des services gouvernementaux chez eux. Puis ça, on va continuer de le défendre, puis de le marteler, puis de faire des représentations, puis on va faire prononcer les candidats aussi sur cet enjeu-là. Et le changement de nom, suite à l'élection, ce qu'on nous a dit, c'est que ça allait être traité par la Commission municipale du Québec. Donc nous, on va s'assurer, puis on va continuer de travailler en ce sens-là, parce qu'on estime que les citoyens d'ici, c'est pas les citoyens de seconde zone, les citoyens qui ont le droit d'avoir des services chez eux. Puis c'est pas normal de partir de Notre-Dame-de-Lorette puis se rendre à Roberval pour avoir des services, ou à Alma, parce que Roberval ou Alma, c'est presque la même distance, d'une heure et quart, 1h30. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Puis ça, c'est un enjeu qu'on va traiter. Puis les services de santé, on veut plus de responsabilités chez nous. Le secteur géant aussi est mal desservi. Il y avait une clinique de médecins qui a fermé. Donc, on a des gros enjeux de services de proximité qu'on veut avoir. On va faire prononcer les candidats, puis on va les talonner, je peux vous le dire. Puis on va continuer là, de s'assurer que nos citoyens sont bien servis. Lâchez-les pas. Non, parce que moi, l'histoire du fameux bureau partagé, là, en tout cas, on n'en parlera pas, Luc, parce que ça... Actuellement, on n'est pas capable de trouver des bureaux à Alma. On parle de l'actualité. Moi, j'avais dit à la blague, prenez le bateau La Tournée, puis faites le tour avec. En tout cas, ça, c'est une petite blague. Je vais t'amener, c'est un sujet intéressant qui a rebondi dans l'actualité récemment, ici à Dolbeau-Mistassini, évidemment. C'est les pères trappistes qui disent on va vendre notre affaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je te laisse parler. J'ai déjà témoigné publiquement que la MRC est intéressée. Oui, j'en ai parlé au conseil, puis l'ensemble du conseil de la MRC est intéressé à ce que la MRC se porte acquéreur
l'ensemble de propriétés, parce qu'il y a, il y a des très gros enjeux. La ville de Debout-Mistassini possède des sentiers, des droits d'accès, le parc régional aussi, sentier Monastérium. Donc, on a des infrastructures, mais outre ça, c'est un territoire en plein cœur de la MRC, à proximité du centre urbain qui est Dolbeau-Mistassini. L'héritage des pères trappistes. Puis nous, ce qu'on veut faire, on veut préserver, c'est de préserver l'héritage et de le mettre en valeur, cet héritage-là. Moi, je prends le plus beau legs que les pères ont fait, c'est de vendre la Pointe des Pères à la ville de Dolbeau-Mistassini dans les années 90. On sait que la Société de gestion environnementale était là, Denis Trottier était impliqué là-dessus. Oui. Mais regardez, aujourd'hui, c'est un des plus beaux parcs urbains qu'il ne peut pas y avoir. Et il y a même une chapelle qui met en valeur la deuxième chapelle des Pères, en fait, là, qui avait été construite, qui est là. Puis nous, on veut continuer de mettre en valeur l'héritage, tout ce que les Pères ont fait, la colonisation. Moi, je l'ai mentionné à un autre réseau. Ils ne font pas partie de notre histoire. C'est notre histoire, les pères trappistes. Oui. Donc, il faut absolument qu'on en prenne compte. C'est indissociable. On a une rencontre prochainement. Donc, on va lui témoigner notre intérêt. On va regarder comment on peut travailler ça avec eux. On sait qu'il y en a d'autres qui sont intéressés parce que les propriétés en tant que telles ont aussi une bonne valeur. Il y a des bleuets de serre, il y a des terres agricoles, il y a de la forêt. Des terres humides. Il y a beaucoup, oui. Il y a un peu de terres humides. Puis il y a le bâtiment qui est quand même très, très beau aussi. Un beau potentiel de développement qui pourrait être utilisé à différentes fins. Là-dessus, il y a un beau potentiel touristique à développer. On va regarder peut-être avec le parc régional, les Grandes-Rivières. Donc, oui, on est intéressé, mais on va s'associer avec des partenaires pour le développer. Ça, on va prendre le temps. Là, pour l'instant, on veut rencontrer les pères. On veut lui témoigner notre volonté de mettre ça en valeur pour l'ensemble de la population, de garder la tenue publique de ce territoire-là, puis de rendre accessible à l'ensemble de la population, comme je viens de le mentionner, puis de mettre en valeur leur legs. Bien entendu. Bien, moi, je suis très heureux de l'entendre parce que quand j'ai entendu cette nouvelle-là, je me disais, ça se peut pas que ça parte dans des mains privées. Il faut que collectivement, qu'on garde ce joyau-là. C'est le cœur, comme tu l'as dit, de notre affaire. Puis les pères trappistes, bien, ils ont quand même, ils ont trimé dur. Puis ils sont au cœur de notre espace. Puis je pense qu'il faut les garder parce que quand ça vient dans des mains privées, c'est trop tard dans ce temps-là. Il peut y avoir des partenariats, des trucs, mais il faut que ça demeure collectif. Écoute, Luc, ça aurait pris une demi-heure de plus avec toi, parce que tu es un homme extrêmement intéressant et cultivé. Merci. Ça va être un grand plaisir de pouvoir jaser avec toi, puis on aura l'occasion de se revoir. Je te souhaite une bonne saison, puis je te souhaite un bon mandat. Vous êtes bien partis. En tout cas, on est heureux de voir un peu que la MRC est en de bonnes mains, puis c'est grâce à toi. Je te félicite. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, puis on vous revient dans une prochaine émission.